Avec 4500 clients séduits en moins de 3 ans, FlexiBeauty est devenu le leader des solutions dédiées aux professionnels de la beauté. Nous avons demandé à son cofondateur, Ilan Koskas, de venir témoigner lors de la 3e édition de la No Bullshit Conference donnée par Newfund. Troisième édition de la No Bullshit Conference organisée par Newfund. Alors je rappelle, toujours comme toujours, l'idée c'est qu'on cherche à identifier des sujets porteurs qui font du sens dans vos métiers et de faire intervenir des speakers de renom pour en parler donc sans langue de bois et du coup sans bullshit, sans arrière-pensée commerciale. Donc nous avons choisi aujourd'hui de nous arrêter sur le cas de FlexiBeauty pour une raison toute simple. La société donc propose une solution SaaS dédiée aux professionnels de la beauté et du bien-être. On parle donc des coiffeurs, des salons de beauté, des spas. En à peine 3 ans, ils ont réussi à convaincre plus de 4500 clients en France et à devenir le leader de ce marché naissant. Pour remettre un peu quelques chiffres et bien fixer les choses, parce qu'il y a quand même un chiffre que j'ai en tête, c'est que tu me dis souvent, chaque semaine, c'est plus de 100 nouveaux clients qu'on arrive à séduire, à convaincre. La semaine dernière, c'était ça à peu près ou... Oui, on est entre 80 et 100 clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, entre 80 et 100 nouveaux clients par semaine, c'est quand même pas courant, en tout cas, et c'est pour ça que je parle souvent de croissance accélérée, parce qu'on est vraiment là-dedans, surtout dans ce milieu qui est quand même plutôt figé. En tout cas, c'est l'image qu'on peut avoir de son coiffeur. Mais alors du coup, aujourd'hui, et je pense que tu l'as abordé encore hier, c'est quoi tes principaux challenges? Voilà, qu'est-ce qui vous anime là maintenant pour les semaines à venir ou les mois à venir? On est, comme tu l'as dit, le marché jusqu'à présent pour beaucoup n'était pas mature. Aujourd'hui, il est, et je pense que tout le monde a compris que le marché est en train de bouger, il se digitalise. Et l'enjeu pour nous, c'est d'aller vite. Donc on est dans une phase de croissance. Et un de mes enjeux en tant que patron, c'est aussi de gérer cette croissance. Parce que c'est compliqué, passer de 10 à 40 collaborateurs en l'espace d'un an, de 1000 à 4500 salons, voilà, tout ça, il faut le digérer. Et aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels je passe le plus de mon temps. C'est vraiment trouver comment bien anticiper cette croissance, ne pas aller droit dans le mur, parce qu'on va vite, donc il faut faire attention aussi. Et l'autre enjeu également, c'est de trouver les bonnes compétences, parce qu'on est dans une phase de construction, on est 40, mais au moment où je vous parle, il y a une trentaine de postes ouverts. Donc c'est une boîte qui va être de l'ordre de 70 personnes d'ici la fin de l'année. Et on aime, en tout cas moi je fais attention à ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de s'entourer des meilleurs. Et c'est pour moi le principal challenge aujourd'hui. Alors justement, tu peux être plus précis du coup sur voilà, comment tu fais pour recruter autant de personnes en aussi peu de temps? Et tu as une méthode? Il y a quelque chose que tu fais de spécifique? Parce que j'imagine que là aujourd'hui, on sent que le marché de l'emploi est extrêmement tendu, en tout cas dans certaines catégories de jobs. Est-ce qu'il y a une recette que tu sais appliquer? Parce que moi, quand je viens chez FlexiBeauty, c'est juste incroyable. C'est une ruche. Alors, vous êtes déjà très nombreux dans peu d'espace, mais c'est une ruche, une activité en fait permanente. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que tu fais pour convaincre et séduire en fait les nouveaux qui souhaiteraient en fait venir chez toi? Je pense qu'on est juste, on essaye d'être authentique et honnête et de leur raconter l'histoire. Et généralement, cette histoire, elle plaît parce qu'on fait un truc bien. Parce que finalement, notre quotidien, c'est d'améliorer l'activité, la vie de professionnels de la beauté, de petits commerçants pour qui c'est compliqué. Et ça, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont en tout cas, on est forcément en concurrence aujourd'hui quand on recrute. Tous les collaborateurs ont fait d'autres entretiens. S'ils sont bons, ils sont convoités. Et c'est vrai que s'ils nous rejoignent aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils croient au projet et ils ont envie aussi d'améliorer le quotidien de ces professionnels. Donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à les convaincre, c'est en leur racontant, en leur partageant l'histoire, parce qu'il y a une histoire derrière FlexiBeauty, comment elle est née, et aussi les valeurs de la boîte. C'est la clé, il n'y a pas d'autre recette. Et qu'est-ce qui te stresse en ce moment? Qu'est-ce qui me stresse, je dirais, c'est de ne pas arriver à recruter assez vite. On a beaucoup d'enjeux, il y a des postes ouverts,
Mais effectivement, on a énormément besoin, par exemple, de recruter des ingénieurs, et c'est très très compliqué, hein, si on ne va pas se mentir. Et on a pour autant des enjeux de produits qui sont assez significatifs pour une boîte de SaaS. Voilà, donc c'est arriver à recruter ces personnes comme dans le temps imparti. Donc en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où, on le dit comme ça, nous, on affûte la hache. C'est-à-dire qu'on se prépare à du recrutement, donc on recrute des recruteurs. Voilà, on est dans cette phase-là de préparation à l'accélération. D'accord. On verra sur les questions RH un peu plus tard, parce que je voudrais vraiment qu'on rentre un peu dans le détail là-dessus. On a quelques patrons de start-up ici dans la salle aujourd'hui. On va prendre un peu de hauteur. Est-ce que tu peux nous raconter FlexiBeauty, voilà, en 5-10 minutes, voilà, nous raconter un peu la genèse de l'histoire, ce qui a fait que tu as eu ce déclic, et quel problème tu as voulu résoudre, donc l'épiphanie qui en a résulté, et un peu l'exécution qu'on peut imaginer derrière. Voilà, comment tout ça s'est organisé. À l'époque, en fait, j'ai pas été chercher très loin, finalement. L'idée, elle est arrivée à cause ou grâce à mon épouse, avec qui j'avais l'habitude de discuter le soir autour du dîner de ces problématiques. Parce qu'en fait, mon épouse, en 2011, elle crée un concept de beauté global, donc un salon, pour faire simple, un salon de beauté. Pour moi, ça a été une évidence qu'il fallait d'abord essayer très facilement de voir si on ne pouvait pas faire un premier produit pour l'aider à elle, et de voir si ça marchait. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un premier produit, un MVP, comme on dit, qu'on lui a mis dans son salon. Donc elle a essuyé les plâtres, hein, on va dire ça comme ça. Et en fait, après ça, j'ai pris ma petite mallette et j'ai été voir d'autres salons, un après l'autre. Ça a mis beaucoup de temps. C'était l'année 2013. Fin d'année 2013, en fait, on a eu le déclic à ce moment-là, c'est quand on s'est rendu compte que ce qui marchait chez elle, en fait, marchait chez d'autres. Et en fait, la valeur qu'on lui avait apportée, on arrivait à l'apporter à un certain nombre de personnes. Et là, on a compris qu'on avait trouvé un truc. Fin 2013, on tient le produit, on décide de créer la structure à ce moment-là, et on se lance dans, non pas un MVP, mais un vrai produit. Et là, on passe une bonne partie de l'année 2014 à développer un produit, parce que quand on fait du SaaS, il y a beaucoup de développement avant de pouvoir sortir la moindre version. Et on sort une première version en milieu de l'année 2014, première version qu'on a commencé à commercialiser. Et s'en est suivi où on en est aujourd'hui, effectivement, avec une accélération qui a démarré en 2015. On a passé l'année 2014 avec des bêta-testeurs. Ça a été long, hein. On s'est trompé. Il y a des moments où on a cassé le produit sur certaines parties. Et en 2015, on avait le produit et l'attraction est arrivée derrière. Et du coup, tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'il fait, ce produit? Est-ce que c'est un peu comme Doctolib, comme on voit sur d'autres secteurs, ou ça n'a rien à voir du tout? Non, nous on fait un produit qui est un outil B2B SaaS, donc on s'adresse vraiment aux professionnels. On n'est pas une marketplace comme un booking.com, mais plutôt l'outil du professionnel. Et en fait, d'ailleurs, ça c'est intéressant que tu poses la question, parce que quand on s'est lancé à l'époque, tout le monde nous disait mais pourquoi vous adressez ce marché par ce bout-là? C'est étonnant. On aurait pensé que le plus simple serait de lancer une marketplace et de faire un peu un booking.com ou un La Fourchette de la beauté. Alors, il faut se rappeler qu'à la même époque, c'était le début, il y avait déjà des acteurs qui étaient déjà lancés sur ce secteur, comme Balinea, dont vous avez sûrement entendu parler. Et en fait, nous, on avait la conviction que ce n'était pas la bonne approche, parce qu'en fait, je dirais que le marché de la beauté, et ça, il faut être dedans pour le comprendre aussi, et c'est ce qui a été l'une des forces, c'est qu'à l'époque, quand on lance le projet, il y a sans doute au moins 5 à 10 marketplaces dans le domaine de la beauté qui se lancent. Et nous, on prend exactement le contre-pied de ça. En fait, on décide de ne pas lancer de marketplace, mais de lancer un outil B2B SaaS. Donc tout le monde ne comprend pas. Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que si on passe un peu de temps avec ces professionnels, on comprend que 90% de leur activité, c'est de la fidélisation. C'est pas de l'acquisition. Il y a de l'acquisition, mais c'est du renouvellement de clientèle, ou alors de la constitution de clientèle quand on est au démarrage de son activité. Le gros du gros, c'est comment je fais pour faire venir mes clients plus souvent, les faire dépenser plus. Donc on a compris qu'en finalement, la fidélisation, c'était la clé. Qui dit fidélisation, c'est qu'il faut être au cœur du business, et donc si on doit être au cœur du business, c'est le B2B SaaS. Et donc on a eu cette approche-là. Je pense que la suite nous a donné raison, parce qu'aujourd'hui, on est plus gros que les acteurs dont j'ai parlé. On travaille aussi avec eux, en collaboration avec ces marketplaces. Et
je pense que c'était le bon choix pour ce marché. Il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, c'était le bon choix pour ce marché. Et d'ailleurs, je crois même que tu as un partenariat avec Balina ou Treatwell, je crois. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec les deux marketplaces qui sont finalement des channels d'acquisition pour le salon, donc qui va pouvoir diffuser des heures un peu creuses sur l'ensemble de ces canaux, comme un hôtel qui diffuserait des chambres qu'il a du mal à louer sur Booking, Hotel.com ou Expedia. Mais alors, juste pour que tout le monde sache un peu, parce que là, on parle de 4500 clients aujourd'hui. Dans quelques mois, ça sera beaucoup plus, mais sur un marché de combien de salons de coiffure, de spa, enfin, c'est quoi ton marché cible? Alors le marché qu'on adresse, il n'est pas forcément très bien connu par le grand public. On a souvent une mauvaise impression, à deux titres. On a souvent déjà l'impression que... donc ce salon, déjà, nous, on travaille sur le marché de la beauté bien-être au sens large. Donc on a dedans l'esthétique, la coiffure, mais aussi des métiers moins connus, en tout cas un peu plus récents, comme les barbiers, les tatoueurs, tout ce qui tourne autour de la beauté bien-être. C'est un peu moins de 200 000 professionnels, établissements en France. Donc c'est pas neutre, hein, c'est quand même un gros marché. Et ce pourquoi il est souvent méconnu, c'est qu'on a souvent l'impression que finalement la beauté et le bien-être, c'est Provo et Yves Rocher. Parce qu'on les voit beaucoup, en fait. Quand on se balade dans les rues, on ne voit qu'eux, parce qu'ils ont les emplacements numéro 1. Mais la réalité, c'est que 90% du marché sont des indépendants. C'est un petit salon, le petit salon de quartier, de 1 à 4. Et c'est le marché qu'on adresse aujourd'hui. Donc ça veut dire que très prochainement, mon coiffeur là, qui est à Saint-Lazare, qui est a priori pas encore équipé de Flexi Beauty, il va pouvoir me contacter par email, j'imagine, enfin en tout cas me relancer, ce genre de choses, ou comment ça va se passer? Alors en fait, ce qu'on propose pour eux, c'est une solution vraiment tout en un, c'est-à-dire que c'est une solution qui leur permet de gérer leur activité. Donc on parle notamment d'outils de gestion, de caisse aussi. On a été un peu aidé, je vais en parler aussi, par la réglementation de la caisse qui incite très fortement aujourd'hui les commerçants à s'équiper d'outils de gestion certifiés. Et derrière, en fait, on va leur donner tous les outils pour se digitaliser petit à petit. Et ça aussi, ça a été un élément de succès parce que, en fait, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, c'est une population qui est loin de la tech, à qui, quand il y a quelques années, vous disiez la réservation, il faut en faire, ils nous disaient c'est le futur. Et ces mêmes personnes aujourd'hui comprennent que c'est le présent. Et ça, ce qu'on a réussi à faire aussi, je pense que dans le produit, il y a eu un vrai enjeu là-dessus, c'est d'arriver à rendre les choses suffisamment simples pour qu'ils se digitalisent petit à petit. Donc on a un produit qui démarre avec une solution très simple qu'on peut mettre en place, qui ne propose pas tout ça, tout ce que je viens de dire, et qui petit à petit permet de mettre le pied dans la digitalisation étape par étape. Sans s'en rendre compte, petit à petit, on propose de plus en plus de services, jusqu'à proposer le même niveau de service que les grandes chaînes que j'ai citées, donc c'est-à-dire être capable de proposer du click and collect sur des produits, retrait en 1 heure, d'être capable de proposer de la réservation, de faire du marketing sur ses clients, être capable de relancer des clients qui ne sont pas venus, de les identifier et de les relancer très facilement. Voilà ce qu'on propose en très peu de temps, très peu d'efforts à une clientèle qui est à nouveau loin, où la promesse est finalement belle parce qu'on leur donne des moyens que jamais ils auraient pensé pouvoir atteindre et un niveau de service qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir atteindre. L'un des regrets que j'ai, c'est effectivement d'avoir peut-être attendu 1 mois de trop pour effectuer notre première levée de fonds. Et en fait, c'est ce qui a laissé la porte à d'autres acteurs pour se lancer et nous suivre. Et le fonds en question, donc qui a financé un autre acteur, on ne va pas dire qu'il a regretté, mais il n'avait pas vu notre dossier. Le financement, le premier, a été compliqué. Donc Newfond nous a fait confiance, mais c'était pas gagné. Personne n'y croyait, hein, pour être honnête. Nos vrais concurrents sont plutôt allés chercher aux US, où il y a des acteurs significatifs qui ont un peu la même approche. Et là, justement, on va les voir, puisque là, on se lance maintenant à l'international. Et l'objectif, c'est aussi d'aller se confronter très vite à eux pour progresser. Pas forcément on aime bien se faire du mal aussi. Aujourd'hui, les marques, elles sont un peu dans la même... tout le monde converge dans la même direction. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que finalement, le digital est le prochain axe de croissance pour les salons. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde converge dans cette idée-là. Et aujourd'hui, plutôt que de tirer tous dans un sens, on arrive à discuter avec les marques et plutôt à créer des synergies intéressantes pour essayer de permettre au salon de se développer grâce au digital.
On a réussi à créer cette synergie avec un certain nombre de marques avec qui on travaille. C'est une évidence que quand on est une boîte de SaaS en 2018, on se tourne à l'international. Enfin, pour moi, c'est juste logique. Donc c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, pour moi, dans 5 ans, Flexibeauty, c'est une boîte qui sans doute fait autant de chiffre d'affaires à l'international qu'en France. On a un impact direct sur la façon dont les consommatrices beauté vont consommer de la beauté dans les prochaines années. Et ça, on le fait en dotant les salons des outils dont ils vont avoir besoin et éviter aussi, et c'est quelque chose dont on est assez fier, qu'il y ait une certaine fracture entre les petits indépendants et les grandes chaînes. Donc en fait, on a cette vocation à sauver les indépendants et à leur permettre finalement de proposer de plus en plus de services innovants pour les consommatrices finales. Aujourd'hui, c'est encore 3 à 5% du marché qui propose de la réservation en ligne. Donc oui, dans les prochaines années, déjà le marché va se digitaliser sur ce sujet-là en premier. Comme Doctolib l'a fait pour les docteurs, on est en train de petit à petit amener ce marché. Ça va devenir un must-have. Nous, on a la conviction que dans les 10 ans, 50% du marché, on va pouvoir réserver chez 50% des coiffeurs, concrètement. En 2018, c'est évident, ça l'était moins à l'époque. Mais pour nous, oui, il faut faire venir les clients à nous. Donc après, derrière, une fois qu'on les a fait venir, avec différentes méthodes marketing, il y a différents leviers qui existent pour ça, il faut être capable, et ça aussi c'est un autre sujet, c'est une fois que j'ai fait venir mes clients à moi, comment j'adresse le sujet, comment je leur présente ma solution. Est-ce que je vais les voir une fois qu'ils sont intéressés? Comment j'installe la solution chez eux? Est-ce que j'envoie quelqu'un? Là aussi, très vite, on a imaginé que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Et on est rentré, alors aujourd'hui aussi, c'est peut-être une évidence en 2018, mais sur un modèle d'inside sales avec des équipes qui sont 100% en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Flexibeauty, on n'a pas un commercial terrain qui se déplace, pas un seul. Et on ne passe pas un coup de fil externe à un client qui n'a pas demandé. Et pour autant, on a une organisation où on fait des démonstrations à distance, on onboard, on accompagne les clients dans l'utilisation de la solution à distance, et ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller voir des clients, et quand bien même ils sont loin, parce que les coiffeurs, ce n'est pas les plus technophiles, mais on arrive avec les outils modernes à être capable de leur montrer des choses, à être capable de les convaincre et de les accompagner dans l'utilisation de la solution. Donc ça marche. Combien de temps il faut pour convaincre un prospect? Alors, en moyenne, entre le premier contact et j'utilise la solution, c'est 3 rendez-vous d'une demi-heure chez Flexibeauty. Donc en 1h30, on a intégré un coiffeur et il utilise la solution. D'accord. Et c'est le moment où on va passer le micro dans la salle, ou en tout cas, si vous avez une question, vous pouvez donc la poser maintenant. J'ai envie de savoir, parce que j'ai différentes méthodes, mais vous n'avez rien dit. Alors qu'on est pareil, on n'est pas dans le bullshit. C'est quoi au moins une méthode pratique à Il y a du Facebook. Il y a du Facebook. Et à part ça, il y a du AdWords. Il y a un peu de content. D'accord. Et il y a beaucoup de partenariats. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé des influenceurs, des fédérations de la coiffure, des choses comme ça? Alors oui, absolument. Influenceurs dans le domaine de la coiffure, c'est assez... moi, je l'ai découvert aussi en démarrant dans ce secteur, mais il y a des ambassadeurs. Les marques ont des ambassadeurs, et donc on a, nous aussi, nos ambassadeurs, maintenant, qui poussent la solution et sur lesquels on s'appuie pour avoir des vidéos, du content, notamment. Voilà. Et partenariat est un sujet phare parce que, en fait, on a compris très tôt que les salons avaient déjà des relations avec un certain nombre d'acteurs. Je parlais d'écosystème tout à l'heure. Il y a déjà un écosystème. Ça ne sert à rien de remplacer quelque chose qui existe déjà. Donc, on travaille en collaboration avec des gens qui sont sur le terrain. D'accord. Merci. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas besoin de faire d'outbound. Le salon, il paye one shot, mensuellement, trimestriellement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, le client que tu as eu il y a 2 ans, est-ce qu'il y a un upselling qui permet de relever son panier moyen grâce à de nouvelles offres? Alors, déjà, je n'ai pas parlé prix, mais je vais en parler. Donc, en fait, effectivement, on vend notre solution au travers d'un abonnement SaaS sans engagement qui va de 29 à 129 €, avec 4 prix au milieu. Donc, il n'y a pas d'engagement. Et ça, c'est un des éléments auxquels on tient. Et je pense que ça rassure énormément. Après, concrètement, voilà, c'est assez marketing parce qu'au final, quand on utilise un outil, qu'on a mis toutes ces données dedans, on ne change pas. C'est quand même très contraignant de changer, donc ça arrive rarement. Et pour répondre à la deuxième question sur à quel point on passe d'une offre à une autre, c'est assez
c'est un peu notre cœur de métier. C'est-à-dire que effectivement, la solution a été construite pour ça. Donc on les incite à tout moment à se digitaliser, et on démarre avec une offre à 29 €, pas cher, accessible, qui est assez épurée. Et petit à petit, on va rajouter des services digitaux et on les amène à ça. On les amène à le faire. Je vous donne un exemple très concret. Un salon de coiffure qui va, par exemple, dans son outil de gestion, avoir à la fois ses prestations, ses produits et son équipe, va pouvoir, avec l'ensemble de ces données, générer un site internet de réservation en un clic, à la volée. Et donc, on peut lui proposer de remplir ses heures creuses avec de la réservation en ligne. C'est comme ça qu'on les amène finalement à passer de l'étape 1 à l'étape 2, etc. Ensuite, il y a d'autres... Ici. Bonjour, moi j'ai une petite question sur le déploiement de votre stratégie d'inbound marketing. Comme vous nous l'avez dit, quand vous avez commencé, vous avez votre petite mallette et vous alliez donc vous faisiez du sales très traditionnel, artisanal. Et un jour, vous avez dû penser du coup à une stratégie d'inbound et vous l'avez déployée. Donc moi, ma première question, c'est à partir de combien de temps a mis cette stratégie avant de produire ses effets, entre le moment où vous l'avez pensé et le moment où vous avez commencé à avoir vos premiers clients. Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui, quelle est la part dans votre acquisition client, quel est le split de ce qu'apporte l'inbound versus ce qu'apporte le sales traditionnel, si vous continuez à en faire. Et en parallèle, quel est le budget, on va dire, d'acquisition client, quel est le split marketing en pourcentage, hein, pas... Okay, alors pour la première question, en fait, si on a fait au début, quand on démarre une stratégie d'inbound, au début, on a fait exactement l'inverse. En fait, on n'a surtout pas fait de l'inbound, parce que pour faire de l'inbound, il faut avoir un peu de référence. Et donc, au début, on fait quelque chose qui n'est absolument pas rentable, qui est un modèle que j'ai décrit, c'est aller voir un salon, passer, s'il faut, une demi-journée pour convaincre les premiers. Et c'est quelque chose qu'on ne fait absolument plus. Donc, pour répondre en même temps à l'autre question, on ne fait plus du tout ce modèle-là aujourd'hui. A contrario, dans les pays dans lesquels on va se lancer, par exemple, on va redémarrer sur ce même modèle. Donc, en fait, pour faire de l'inbound, vous devez d'abord avoir quelques références. Et les premières références, on va avoir du mal à les obtenir en inbound. Parce qu'au début, on n'est pas connu. On a besoin d'avoir quelques références. Le modèle de l'inbound, c'est je génère du trafic. Et quand on arrive sur le site, en fait, on voit que j'ai des références. Et là, je suis rassuré et je vais plus loin. Mais si je n'ai pas de référence, ça ne fonctionne pas. Donc, pour répondre à la question combien, ce n'est pas vraiment combien, c'est qui vous avez en référence qui fait que vous n'avez plus besoin de prouver que votre solution, elle marche. Nous, ça a été une cinquantaine, mais au-delà de ça, dans les 50, c'était surtout quelques belles références qui ont fait qu'on n'avait plus besoin de prouver. On a investi sur fonds propres au début et on a attendu relativement tard avant d'envisager une levée de fonds. On a des grandes chaînes qui sont venues à nous en nous disant « Tiens, c'est intéressant ce que vous faites ». Et seulement parce qu'ils sont venus nous voir et qu'ils étaient déjà à l'écoute, on a creusé et on travaille avec eux depuis 2016. Donc, par exemple, le groupe Franck Provost, on n'est pas avec toutes les marques, mais petit à petit, ils nous confient des marques et des réseaux de plus en plus gros. Alors, dans les modes de fonctionnement qu'on met en place pour continuer à innover, typiquement, on essaye de laisser, c'est des méthodes que d'autres boîtes utilisent, hein, de laisser une certaine latitude aux développeurs. Et en l'occurrence, on a un rythme où toutes les 3 semaines, ils ont une semaine de créativité, où ils ont la capacité de travailler sur un projet de leur côté. Et c'est important de leur laisser cette latitude parce que il y a des fois où, quand on travaille sur un outil SaaS où il y a un peu d'outils de gestion de caisse et en même temps, il y a des outils d'application mobile. Il y a des sujets qui les passionnent et des sujets qui les passionnent un peu moins. Parce qu'un développeur, il faut le motiver. Aujourd'hui, ils sont tellement compliqués qu'il faut trouver des moyens pour les motiver. Donc, ça lui permet de garder sa créativité et d'être toujours aussi engagé. Et 2, c'est aussi bien de laisser aussi cette part de liberté et de ne pas forcément se rester uniquement dans la demande client. Parce qu'à côté de ça, on a aussi une autre démarche qui est celle d'écouter beaucoup nos clients. On a mis en place des outils de product management qui permettent notamment à nos clients de voter sur des fonctionnalités. Donc on a une belle liste de fonctionnalités qui sont demandées par nos clients.
Plus on grossit, plus effectivement on peut se permettre de faire des sondages pour nous orienter dans les choix de développement. Mais voilà, mais c'est une balance entre les deux, entre ce que le client demande, et puis il y a des fois des choses que le client ne demande pas, mais sur lesquelles on travaille en innovation. On en a parlé un peu tout à l'heure au niveau des valeurs. Aujourd'hui, on les a énoncées, explicitées dans l'entreprise. L'une d'entre elles, c'est le progrès. Alors, on a la satisfaction client en premier, parce que voilà, ça fait partie de notre ADN aussi. Le progrès, donc en fait, il y a un ordre. Pour s'en souvenir, on parle de speed, mais c'est satisfaction client, progrès, service et détermination. Alors, je dirais que y a une motivation plus long terme qui est, comme peut-être tout entrepreneur, je ne sais pas, mais de vouloir essayer de marquer, en tout cas, un secteur. C'est ce qu'on essaye de faire, de faire changer ce secteur et de pouvoir le constater. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand on lance une feature, une nouvelle fonction, de voir immédiatement l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires de mes clients. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Je me dis toujours une idée par jour. Tu y arrives ? Et j'essaye en tout cas. Une idée par jour, dans le sens où il faut se remettre en question en permanence. J'essaye, après chaque journée, chaque semaine, de regarder un petit peu dans le rétro. C'est dur, parce que quand on est dans la croissance rapide, on a souvent tendance à être la tête dans le guidon. Je ne suis pas un grand lecteur de bouquins. Par contre, je suis un gros consommateur de blogs et de podcasts. Alors, ça fait peut-être old school podcast, il n'y en a plus beaucoup qui l'utilisent. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Et il y a, je pense notamment à un podcast qui est Nathan Lotka, qui est en fait un podcast sur lequel un certain nombre d'entrepreneurs du SaaS s'expriment pour partager, comme aujourd'hui d'ailleurs, leurs difficultés, leurs succès. Et voilà, je m'inspire plutôt de ce genre de choses, des gens qui me ressemblent, voilà, sans prétention. Je suis toujours très étonné de voir le nombre de projets qui foisonnent, avec des fois un sujet qui est le même, mais qui est abordé par des angles différents. Il y a autant de projets que de façons de voir les choses. Moi, c'est vrai que ce qui m'impressionne souvent le plus, et ceux auxquels je crois aussi, c'est les projets où il y a quand même une composante personnelle. C'est-à-dire que où on est moins dans l'opportunisme et plus dans l'histoire qui aboutit sur un projet. L'histoire personnelle qui aboutit sur un projet. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Écoutez, merci Ilan, merci à vous d'avoir assisté à cette séance. Merci Ilan et très bonne journée à vous tous.